Un bijou peut-il sauver une vie ? Et même offrir la vie éternelle ? Napoléon Ier, lui, y croyait, si bien qu'il a imaginé un étrange talisman en forme de scarabée. Ses expéditions à travers le monde lui avaient jadis fait toucher du doigt le pouvoir surnaturel des bijoux. Mais c'est après avoir réchappé à la mort que sa certitude s'est forgée. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Île d'Elbe, 1er septembre 1814. L'empereur est en exil. Son règne est sur le point de s'achever. Il scrute la mer à la longue vue. Les vagues s'entrechoquent, se recouvrent, se mêlent. Une voile apparaît à l'horizon. Napoléon sent battre son cœur. Certains sentiments sont immortels. Du navire qui vient d'accoster sur l'île, Napoléon voit descendre une femme, Marie Walewska. Elle tient par la main son fils, leur fils, Alexandre. Au doigt de Marie, l'empereur reconnaît un bijou minuscule à la fois étrange et charmant. Une demi-sphère de métal d'à peine 2 cm, striée sur sa surface et montée sur un anneau d'or. Ce bijou est une bague en forme de scarabée. Inesita Gaekel, historienne du bijou et professeure à l'École des Arts Joailliers. Elle a été forgée dans un métal incertain, a priori rien de précieux. Mais ce scarabée est monté sur un anneau d'or rose. Et sur le ventre du scarabée, l'empereur avait fait graver une date énigmatique. En apercevant cette bague, Napoléon sent les souvenirs affluer et se mettre à danser comme des vagues. Alexandrie, 1798, Varsovie, 1807, Dresde, 1813. La bague de Marie tend soudain à l'empereur comme un miroir fragmenté. Des éclats de mémoire lui reviennent. Alexandrie, Égypte, 1798. Napoléon n'était encore qu'un jeune général, avide de gloire et d'aventure. Il rêvait de se faire un nom en conquérant le pays des pharaons. Cette campagne d'Égypte était un rêve qui est devenu très rapidement un cauchemar, un véritable désastre militaire. Cependant, Bonaparte était parti pour Alexandrie en entraînant non seulement une armée, mais des centaines de jeunes savants, d'architectes, de naturalistes et d'artistes, avec en tête le projet de documenter ses exploits, mais aussi de documenter les merveilles d'Égypte. Et vraiment de cela est née l'égyptologie. Sans ce voyage, on ne pourrait pas lire la pierre de Rosette. Parmi ces savants se trouvait Dominique Vivant-Denon. Il était diplomate et homme de lettres, mais aussi peintre et graveur. C'est lui qui a attiré l'attention de Bonaparte sur les talismans égyptiens, et notamment sur les talismans en forme de scarabée.
le scarabée a une signification bien particulière dans la culture de l'Égypte ancienne. Il est symbole d'éternité. Il est le dieu Khepri. Très tôt, on a commencé à préparer des petites amulettes protectrices qu'on glissait dans les bandelettes des pharaons, sous lesquelles, sur la surface plane, on gravait des hiéroglyphes, des textes gravés pour l'éternité qui commémoraient notamment des dates importantes, des événements clés dans la vie des souverains. Parce que il fallait protéger le souverain dans l'au-delà pour que l'Égypte puisse survivre. On croyait que si le pharaon n'était pas préservé pour l'éternité, l'Égypte littéralement mourrait. Or, Napoléon lui-même est réputé avoir rapporté des rives du Nil une amulette en forme de scarabée qu'il portait toujours, dit-on, sur lui. Malheureusement, on ne l'a pas retrouvée. Varsovie, Pologne, 1807. À présent, Napoléon est devenu empereur. Il est Napoléon Ier et il est en guerre contre le monde entier. Il se rend en Pologne pour affirmer sa puissance face à la Russie. Au bord d'une route enneigée, il rencontre alors une jeune femme, une comtesse aux yeux bleus, Marie Walewska. Ils se retrouvent quelques jours plus tard à Varsovie lors d'un bal fastueux. L'empereur est amoureux, mais la guerre se rappelle bien vite à lui. Dresde, royaume de Saxe, 1813. Sur le champ de bataille, Napoléon se sent désormais bien loin de Marie. Face aux forces autrichiennes, russes et prussiennes, l'empereur se bat comme un diable. Dans sa poche, son amulette porte-bonheur en forme de scarabée. Dans son cœur, le visage de Marie. Soudain, un boulet de canon heurte son cheval de plein fouet. Le choc est d'une violence inouïe. Napoléon est à terre. Mais par miracle, il est toujours en vie. Il se relève et ramasse le boulet. Au lendemain de la bataille de Dresde, qui sera l'une de ses dernières grandes victoires, Napoléon prend une étrange décision. À partir du boulet de canon qui a failli le tuer, il fait sculpter un porte-bonheur en forme de scarabée, à l'image de celui qu'il a rapporté d'Égypte. Ce nouveau talisman, il décide d'en faire un gage d'amour, une bague pour Marie. La bague talisman en forme de scarabée est bel et bien taillée dans un boulet de canon. Étrange pour un bijou, mais peut-être pas pour Napoléon, qui est soldat avant tout. Cependant, ce qui est tout aussi fascinant, c'est l'inscription qui se trouve gravée sous le ventre du scarabée, sur la face cachée du bijou. Il est écrit « Dresde, le 26 août 1813 ». Napoléon a donc créé une amulette exactement comme les pharaons, avec une date comme il le faisait,
pour garder la mémoire de son action, mais donne ce talisman comme cadeau d'amour à une personne vivante au lieu de l'emporter dans le tombeau. Sur l'île d'Elbe, en ce soir de la fin d'été 1814, Napoléon n'est plus empereur. Ses ennemis l'ont vaincu. Mais Marie est venue à lui secrètement, et elle porte toujours la bague scarabée. Il semble alors à Napoléon que l'île de son exil est vaste comme un empire. Il invite Marie à danser en souvenir de ce bal où ils se sont rencontrés, ce bal au lendemain duquel il lui avait écrit « Je n'ai vu que vous, je n'ai admiré que vous, je ne veux que vous ». Il aimerait tant que cette époque revienne, que jamais il ne s'arrête de danser. La danse va s'achever. Napoléon le sait bien. Et Marie va devoir le quitter, car des espions rôdent sur l'île d'Elbe, et bientôt tout le monde saura que sa maîtresse est venue le rejoindre. L'empereur a été informé que ses ennemis le préféreraient mort. À ses côtés, Marie est en danger, le cœur lourd. Il lui demande de partir. Marie rejoint le port où l'attend un navire, mais une terrible tempête s'annonce. Napoléon est inquiet. Il saute sur son cheval et galope jusqu'au port. Mais la jeune femme a déjà embarqué. Et le navire a largué les amarres. Le scarabée s'est envolé. Après cette brève idylle sur l'île d'Elbe, Napoléon et Marie Walewska ne se recroiseront plus que 2 fois, en secret, avant la chute finale de l'empereur en 1815 et son dernier exil à Sainte-Hélène. Cependant, Marie a toujours conservé cette bague. Et même aujourd'hui, cette bague appartient à la famille Walewska. De temps en temps, on peut voir cette bague dans des expositions qui sont dédiées au patrimoine de Napoléon Ier. On peut avoir cette opportunité. Quant au scarabée, depuis le retour de la campagne d'Égypte, Napoléon en a fait un motif clé dans les arts décoratifs et dans la joaillerie française. Dans les bijoux portés autour du monde aujourd'hui, on peut trouver les scarabées n'importe où et partout. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, avec la participation de Inesita Geekel, historienne du bijou et professeure à l'École des Arts Joailliers. Un podcast produit par Bababam, écrit par Martin Kénéen et Aram Kebabdjian, interprété par Pierre-François Garel.